Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Moto Co. C'est le 12e, si je ne m'abuse, et toujours avec notre nouveau plateau joli comme tout, sympa, épuré, moi j'aime beaucoup. Ça fait presque garage, non Mehdi? C'est sympa, j'aime bien, du bois. Mehdi Bermani, les amis. Motoservice.com, rédacteur en chef adjoint. On est Merci. content de vous retrouver à chaque fois. Sympa, ça va toi? Bah écoute, ça va. Ok. Pour une fois que tu me le demandes, ouais, ça va. Jean-Luc Mars est de retour avec nous. Bonjour. Bonsoir à vous deux. Ça va bien? Merci de m'accueillir. Ouais, ça va très bien. Et vous? Directeur général de Triomphe France. Alors, la semaine dernière, avec Maher, on a évoqué évidemment la grosse nouveauté, là, des derniers jours, des dernières semaines, qui est donc la Street Triple. Cette semaine, on avait envie de vous faire revenir parce que il faut absolument qu'on parle, parce qu'on ne peut pas faire autrement en réalité, des modernes classiques. Je me dis. Bah, Triomphe est on ne peut plus légitime sur ce segment-là, à l'instar de Moto Guzzi, d'autres marques comme ça, vraiment qui ont travaillé Il y en a pas le beaucoup quand même. classique. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Et puis, bon, là, on n'est pas dans le néo-rétro, on est dans le moderne classique. Ouais. C'est un petit peu différent. Et donc, du coup, ça a quand même carrément bien marché l'année dernière, Absolument. avec toute cette nouvelle gamme. Peut-être Oui. nous en dire un petit peu plus là. Oui, tout à fait. Ça a été même au-delà de nos espérances. Donc, et merci de préciser moderne classique parce que c'est ça le positionnement. C'est à la fois le look et le plaisir d'une moto ancienne, mais toute la technologie, la fiabilité, la qualité de fabrication d'une moderne. Et ce cocktail-là, effectivement, sur tous les marchés, et en particulier sur le marché français, ça marche très très fort. Ça marche très fort. Ce qui est sympa, c'est ce qu'on se disait, nous, en préparant l'émission. On se disait, une marque comme Triumph, finalement, prend une vraie base d'ancienne et de rétro, et n'a plus qu'à rajouter, saupoudrer quelques... Oui, et d'ailleurs, vous n'imaginez pas à quel point une Bonneville 68 a servi de référence, à quel point les ingénieurs ont passé du temps et de l'énergie pour cacher la technologie, pour retrouver les dimensions très compactes d'un moteur qui faisait 650 cm3 et qui n'avait pas à se préoccuper de toutes les normes de bruit, de pollution, etc. Ça a été un casse-tête incroyable, mais le résultat est à la hauteur des espérances. Le moteur est super clean, super beau, petit, compact. Et encore une fois, ça donne tout son look à la moto et voilà, ça fait un très beau résultat commercial. La Bonneville, ça ressemblera jamais à une moto du futur, quoi. Non, mais Non, par blague à définition, une bonne ville, elle a une histoire, elle a 60 ans d'histoire, il y a des racines, il y a des codes, et en même temps, le tour de force, c'est d'avoir les performances et la modernité qu'on attend d'une moto en 2016 et en 2017. Mais alors justement, face aux concurrentes néo-rétro qui sont vachement néo pour certaines, assez modernes, vous voyez ça comment justement Chaque marque a son positionnement, comme on dit en jargon marketing. Maintenant, il n'y a pas pléthore de concurrents non plus. Toutes les marques n'ont pas la légitimité à pouvoir raconter une histoire qui prend ses racines dans les années 50. Toutes les marques n'ont pas fait des motos qui, dans les années 60-70, étaient ce qui faisait absolument rêver les motards. Donc, on a une place dans cet univers. Il ne faut pas oublier que Triumph a été numéro 1 de la moto de grosse cylindrée, le groupe Triumph BSA dans les années 50-60, ça remonte un petit peu, mais voilà, Triumph a une place à part dans le monde de la moto, et d'autres marques peuvent évidemment avoir des approches un petit peu différentes, mais c'est très bien. Et ça marche aussi du coup. Et ça peut marcher aussi, la tendance moderne classique, néo-rétro, vintage, là on peut mélanger les concepts, a tellement le vent en poupe, s'appuie tellement sur des fondamentaux dans cette civilisation, cette société française, moderne, un petit peu fatigué de la technologie qui va trop vite parfois, voilà, il y a de la place pour tout le monde, Et puis sincèrement. on peut imaginer que ça va perdurer au-delà de Alors, cet effet de mode qu'on a aujourd'hui. On restera sur. Alors, il faut pas mélanger les concepts. On a une vraie lame de fond sur des choses authentiques, des choses intemporelles. Il n'y a pas que dans la moto, hein. Il s'est vendu 1 million de disques vinyles l'année dernière en France, c'est un record, c'est incroyable. Donc il y a une vraie lame de fond qui correspond à des comportements dans une société un petit peu sous stress. Et puis la mode s'en est emparée. Et donc à cette lame de fond se superpose un phénomène de mode qui n'est qu'un accélérateur. Mais les fondamentaux sont en place et toutes les études montrent que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que bon, le jour où le look chemise à carreaux, coupe à l'eau chaude et la grosse barbe disparaît, ça changera pas ça le changera problème, strictement rien parce que ça c'est une caricature et quand on voit les clients qui utilisent ces machines et qui prennent du plaisir avec ces machines, c'est pas du tout cette image-là. Ce sont des motos qui s'adressent à un public très large, très diversifié, jeunes,
plus expérimentés, urbains, en province, des niveaux de revenus très variables. Voilà, on touche vraiment un public très large, mais toujours avec l'envie d'avoir une moto plaisir. Moi, cela étant, je dirais quand même qu'on arrive un petit peu au bout du phénomène, à multiplier les modèles. Je pense à une gamme, je pense à Ducati par exemple et son Scrambler là, qui fait plusieurs variantes, on arrive vraiment au bout de la chose. Et vous aujourd'hui, vous arrivez un petit peu avec un autre véhicule, le Bobber, et après ce sera quoi? Alors après, vous verrez bien, soyez patients, mais effectivement, on montre avec le Bobber qu'on n'est pas au bout de l'histoire et qu'on peut encore créer, inventer et surprendre. Est-ce qu'on en parle tout de suite après tout? On regarde, on écoute le Bobber et puis on en parle après ensemble. Parce que comme vous êtes là et que je l'ai essayé... C'est toi qui l'as essayé ça? Bah ouais. Ouais. Ouais, j'ai eu cette malchance. Cette On va dire malchance. ça comme ça. Bon. Oui, c'est peut-être bien qu'on en parle après l'essai C'est d'ailleurs. bien qu'on en parle. On va en Ouais. parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, on regarde l'essai et on en parle après. On fait ça comme ça. Parmi les marques qui n'ont pas à forcer pour avoir du style, Triumph figure en bonne place. L'Anglais n'a fait évoluer sa Bonneville que par petites touches, année après année, mais elle n'en a rien perdu de son charme. Avec la Bonneville Bobber, Triumph va plus loin en puisant son inspiration dans un style plus marqué qui n'est pas sans conséquence sur l'ergonomie. Et pour ceux qui le veulent, Triumph a prévu 2 ingénieux systèmes qui permettent pour l'un de monter et d'avancer la selle et pour l'autre de modifier la position des cadrans pour que les différentes informations proposées, comme l'autonomie, le niveau d'antipatinage déconnectable ou le rapport engagé, restent bien lisibles. On a donc le choix entre une position très bobber ou plus roadster si l'on préfère. C'est ce qui attire le regard en premier, la selle de cette Triumph. Mais ce n'est pas le seul élément qui confère à cette Bonneville son style affiché de bobber. Son bras oscillant triangulé, le fait que son mono-amortisseur soit bien caché, les tubulures d'échappement droite qui dissimulent le pot catalytique, les silencieux coniques en inox, le guidon large et plat, sa roue avant de 19 pouces, le moyeu arrière type frein à tambour et plus généralement, sa ligne épurée concourt à lui donner un look de bécane de préparateur. En effet, le Bobber Triumph ne dispose que d'un simple disque de 310 mm, étrier flottant 2 pistons à l'avant, et d'un simple disque de 255 mm, étrier flottant 1 piston à l'arrière. Bien que signé Nissin, cela peut sembler léger pour une moto de 228 kg à sec. Un custom équipé d'un twin parallèle à refroidissement liquide, calé à 270 degrés de 1200 cm3, qui développe 77 chevaux et 106 Nm, sur le papier, ça n'a rien de sportif. Si le Bobber joue à fond la carte du vintage, il n'en est pas moins très moderne. À l'équipement de série, embrayage assisté, ride-by-wire, clignotant et feu arrière à LED, clé anti-démarrage et bien d'autres, s'ajoutent une myriade d'options et d'accessoires qui en font une moto bien ancrée dans son époque. Quant à son prix, 12 700 €, il ne dénote pas face à une 48 de Harley-Davidson qui s'échange à 12 290 € ou même à une Indian Scoot à 13 650 €. Deux motos plus lourdes sur la balance, mais aussi en termes de design. T'as pas eu l'air de t'ennuyer là-dessus, toi. Hein? Ah non, je me suis pas ennuyé. Tu sais, ça c'est une moto, c'est pas parce que vous êtes là, Jean-Luc. Vraiment, c'est une moto pour moi, ça. C'est l'une des rares avec laquelle j'arrive à frotter dans tous les virages. Non, parce que souvent, non, on va le dire, bon, je fais pas forcément partie de ceux qui roulent le plus vite, moi. Ouais. Et je suis plutôt cool comme garçon. Et il se trouve que là, moi j'ai pris un plaisir fou. Je m'attendais pas. Je vais vous dire la vérité, Jean-Luc. Quand on m'a dit, Eric, ça serait bien que tu ailles essayer le Bobber, je me suis dit, mais attends, cette forme, le hardtail, je vais me casser le dos, ça va être l'enfer. Ouais, c'est tout le tour de force et le paradoxe de cette moto. C'est qu'on a l'émotion esthétique, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Quoi. Et alors attendez, juste avant quand même, je vous le dis. On n'a pas été acheté par Jean-Luc, il nous a pas donné de l'argent pour qu'on dise du bien. Je confirme. Voilà, j'y suis allé tranquillou bilou, je m'attendais à ce que ça soit l'enfer. Et honnêtement, j'ai pris un plaisir fou moi avec cette moto. Et effectivement, c'est ce que vous étiez en train de dire, ça a tout pour, sur le papier quand on la regarde, ça a tout pour être l'enfer. Et honnêtement, c'est sympa à rouler. Ouais. Il y a une vraie prise en main hyper évidente, ça tourne bien alors qu'on a une roue immense à l'avant, mais comme on a gardé un petit pneu, enfin pas très étroit, pas très large, ça tourne tout seul, c'est confort, la selle elle est incroyable, en plus c'est joli,
elle flotte là au-dessus, elle est en lévitation Ouais, mais au-dessus de la roue arrière. la selle. Alors la selle, C'est pas du passager, quoi. C'est un Voilà. plaisir il n'y a pas solitaire moyen encore. d'avoir... Alors, on ne pourra rien y faire, jamais ça. C'était un parti pris clairement affiché dès le départ, presque revendicatif. C'est une moto qui doit déclencher une certaine émotion esthétique et on a pris le parti pris dès le départ du monoplace. On s'attendait évidemment à ce que ça limite sa carrière commerciale et on était prêt à l'accepter. Ça faisait partie du deal, ça faisait partie du concept. De temps en temps, il faut oser des motos originales, il faut oser des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour le plaisir de quelques-uns. Ouais. Et puis la surprise en ce moment, c'est que on découvre qu'il y a plein de clients pour qui c'est pas tant un obstacle que ça. Soit parce qu'ils ont plusieurs motos dans le garage et qu'ils ont autre chose pour rouler à deux, soit parce que madame a passé le permis de conduire et ce sont des couples qui roulent à deux et chacun sur leur moto, ou toute autre raison, mais en fait la carrière commerciale démarre très fort. Sauf qu'il y en a un des deux qui devra attendre l'autre parce que 9 litres à peu près dans le réservoir. Alors il y a ça, alors moi j'étais un petit peu surpris par exemple quand même par l'autonomie. Hein. J'ai pas été capable de réaliser ce qui est annoncé. Hein. Alors on annonce quand même pas loin de 300 km d'autonomie, c'est tout petit le réservoir. On n'est pas sur 300 km, clairement. On est, grâce au ride-by-wire sur ces motos-là, on a énormément gagné en consommation. Hein. On est sur une conso entre 5 et 5 litres 5 et on est sur une autonomie entre 150 et 180 km. Ouais. Mais voilà, dans ce segment-là, il y a un certain nombre de motos concurrentes, hein, on va pas se voiler la face, qui sont à ce niveau-là, voire en dessous. Et on voulait absolument avoir ce réservoir traditionnel super fin, où quand on est assis sur la moto, on voit les deux cylindres, les deux culasses qui dépassent de chaque côté. Voilà, c'est pas une moto qui est aboutie dans tous les moindres détails, c'est une moto émotion, c'est une moto passion, avec quelques choix radicaux qu'on assume. Bon, la passion, ça marche. Franchement, ça marche. Oui, ça marche. Par contre, le freinage, il faut qu'on en parle. Alors, parlons-en. Il faut qu'on en parle. Ça freine pas. Enfin, moi, j'étais. Alors, non, il ne faut pas dire que ça freine pas. J'ai pas mal roulé avec la moto. Ça freine. Mais moi, j'aurais aimé. Parce qu'attention, c'est hyper performant. Honnêtement, j'ai trouvé le moteur absolument génial. On va le dire. Ça envoie, ça a une sonorité incroyable. On a envie de rouler. On a envie d'en rouler. Franchement, ça tient le pavé. C'était sous la flotte, ça se voit. Ça tient. Ça tient bien. C'est agréable à rouler. Mais du coup, on a envie c'est pas sportif, quoi. C'est pas sportif. Et alors, il faut pas confondre puissance de freinage et mordant. C'est vrai qu'avec la technologie moderne, les motos sportives modernes, on est habitué à la prise de levier, à avoir quelque chose qui mord très fort. Ce n'est pas le standard de cette catégorie de véhicules. Et la plupart des concurrentes ont des freinages qui sont proches de ce qu'on propose. Et voilà, on ne veut pas déstabiliser ces clients-là. Le freinage est puissant à condition de tirer un peu plus fort sur le levier. C'est le mordant que tu critiques. Un petit peu. Non, on peut le comprendre. Mais c'est aussi parce que les conditions se prêtaient à s'amuser un peu. L'autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la beauté et la pureté d'une roue avant avec un seul disque. Ça fait partie aussi de ce jeu-là. Troisième élément quand même à ne pas négliger, c'est que l'équilibre et la géométrie de cette moto permet de beaucoup plus utiliser un frein arrière que sur n'importe quelle moto balancée sur l'avant. Et donc, on va conclure tout mis bout à bout, elle freine très bien. On va conclure avec ça parce que pour le coup, le frein arrière, c'est pas juste un ralentisseur. Voilà. Ça marche très bien et c'est vrai que ça se conduit un peu et au comme frein la moto arrière, ne bascule pas sur l'avant en cas de gros freinage, le frein arrière est très utilisable. Je suis connu pour ma mauvaise foi légendaire, mais là, il faut quand même que je sois honnête. Je valide. Je vous remercie encore une fois tous les deux d'être venus dans cette émission. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on se retrouvera peut-être sur un essai bientôt. On sait jamais, il y a le Scrambler qui arrive, mais je crois que c'est pas vous. C'est pas moi sur le Scrambler. On se verra pas sur le Scrambler. Les amis, je vous retrouve la semaine prochaine avec Mehdi toujours, et puis avec Maya qui revient. La moto qu'on essaiera, alors attendez que je me trompe pas, c'est une Ducati Multistrada 950, c'est toi qui es parti l'essayer. Et puis on parlera des véhicules électriques parce que ça y est, la prime est arrivée. On essaiera de débroussailler un peu le terrain puis de savoir si oui ou non ça vaut le coup maintenant de rouler en moto électrique. Voilà, ok. Salut, à la semaine prochaine.